Le document qui montre un pirate de l'air avant l'embarquement, Mohamed Atta, était sans doute le pilote du premier avion qui s'est encastré dans le World Trade Center. Nous reviendrons sur son itinéraire. Après la marine, l'aviation, une centaine d'avions militaires, chasseurs et bombardiers sont attendus dans le Golfe dans les heures qui viennent. Quelles peuvent être les cibles de l'armée américaine? Explication dans un instant. En Afghanistan, les oulémas prennent leur distance avec Ben Laden. Il doit quitter le pays, mais de son plein gré, disent-ils. Revirement ou manœuvre dilatoire? 3 questions ce soir à Olivier Roy, chercheur au CNRS. Bonsoir et à tout à l'heure. La cigarette toujours plus chère, plus 9% à partir du 1er janvier, soit 3 milliards de recettes nouvelles pour la Sécu. Le gouvernement table sur un excédent de 5 milliards l'an prochain. Il était à New York hier, il est le chef de la diplomatie française. Hubert Védrine est l'invité de Questions ouvertes ce soir dans 35 minutes à peu près. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, un mot sur l'inquiétude très vive ce soir dans les milieux économiques et financiers, avec en particulier des bourses en forte chute. Paris perd près de 4% au plus bas depuis 3 ans. Même tendance partout ailleurs. Londres a cédé 3,49%, Francfort 5,8%, Milan 4,43%. La conjoncture n'était déjà pas fameuse. On craint un coup de frein encore plus important, donc à l'image de ce qui s'était passé après la guerre du Golfe et les risques de conflit armé n'arrange rien, bien sûr. L'enquête maintenant, nouvelle arrestation à Boston. L'homme est soupçonné d'avoir fait le lien entre les kamikazes et l'entourage d'Oussama Ben Laden. Kamikazes dont le FBI recherche toujours à retracer le parcours. Parmi eux, Mohamed Atta, donc considéré comme l'un des hommes clés du réseau. Les policiers ont récupéré ces images du réseau de surveillance de l'aéroport de Portland. Christelle Bertrand, Joël Bruyandet. 3 heures avant le drame, Mohamed Atta en bleu et Abdulaziz Al-Omari sont à Portland, dans le Maine. Ces photos sont tirées de la vidéo de surveillance de l'aéroport. Sans problème, les hommes et les bagages franchissent les détecteurs de métaux et les machines à rayons X. Dans quelques heures, Mohamed Atta va détourner le vol 11 d'American Airlines. Madeleine Sweeney est hôtesse sur ce vol. Au téléphone, elle décrit à un de ses supérieurs les derniers moments des occupants de l'appareil. L'avion a été détourné, dit-elle. 2 membres d'équipage ont été poignardés et un passager égorgé. Puis elle ajoute, ils viennent de réussir à entrer dans le cockpit. Je vois de l'eau et des immeubles. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mohamed Atta est aux commandes de cet avion, le premier à percuter le World Trade Center. Cet Égyptien de 33 ans a pris des cours de pilotage aux États-Unis, dans la banlieue de Miami en Floride précisément. Ce petit aérodrome possède un simulateur de vol presque aussi vrai que nature. Mohamed Atta, sous son vrai nom, y a suivi 2 sessions de formation. Pendant son séjour en Floride, il habitait là, dans un appartement proche de l'aérodrome. Aujourd'hui, l'endroit est vide, prêt à être reloué. Juste avant, le FBI l'a fouillé. Tout ce qui reste du contenu de l'appartement est entassé dans un conteneur au fond du jardin et donne lieu à d'étonnantes pratiques. Ça fait partie de l'histoire maintenant et les gens veulent emporter un morceau d'histoire, alors ils viennent prendre des affaires ici dans la poubelle. L'année dernière, Mohamed Atta vivait en Allemagne. Il étudiait à l'université de technologie de Hambourg. Pendant 8 ans, il a suivi des cours de construction navale et d'électrotechnique. Cet élève discret était là aussi enregistré sous sa véritable identité. Peu à peu, la police américaine parvient à reconstituer les faits et gestes de Mohamed Atta. Le FBI s'aperçoit aujourd'hui avec stupeur que les terroristes avaient aussi l'Amérique comme base arrière. Cela dit, les policiers américains avaient annoncé avoir identifié tous les pirates de l'air et apparemment, certains d'entre eux ont utilisé des pièces d'identité volées. 5 hommes donc, dont les noms ont été cités, se sont manifestés. Ils sont en fait bien vivants et ne sont en rien apparemment impliqués dans ce drame. Et puis on apprend que l'ambassade américaine à Paris était bien la cible d'un attentat en préparation. C'est ce qu'a déclaré un militant islamiste français interpellé aux Émirats Arabes Unis en juillet dernier. Infinite Justice, c'est justice sans limite, c'est donc le nom de l'opération militaire entamée par les États-Unis. Washington a ordonné le déploiement d'une centaine d'avions en vue d'une éventuelle riposte. Avant de voir le détail du dispositif, on va voir comment le départ de ces soldats est vécu. Reportage sur la base de Norfolk en Virginie, Loïc Delamornay, Patrick Voix. Officiellement, c'est une mission de routine. Officiellement, ils ne partent qu'en Méditerranée. Pourtant, ces marins savent bien qu'ils ne quittent pas Norfolk par hasard. Norfolk, c'est la première base navale des États-Unis. 100 000 hommes y sont affectés, cela représente presque le tiers de toute l'armée française.
Hier matin, la deuxième flotte a appareillé, menée par le porte-avions nucléaire USS Roosevelt et accompagnée de croiseurs, destroyers et autres porte-hélicoptères. 15 000 hommes qui, comme tous les autres Américains, emportent avec eux les images terribles de New York et Washington. Les Américains sont choqués. On pourrait même dire qu'ils sont en colère. Nos marins le sont également, mais ils ont un travail à faire. Et l'ambiance est à la détermination. Mais ce travail est loin d'être comme les autres, surtout quand on appartient à une armée qui se déclare en état de guerre. Sur le quai 7, les familles qui assistent au départ du porte-hélicoptère USS Bataan ne savent pas ce qui attend leur fils, leur mari ou leur frère. Est-ce que vous craignez cette mission? Oui, je suis toujours nerveuse quand mon mari part en mission. Et plus particulièrement pour celle d'aujourd'hui? Oui, oh oui. Bien sûr qu'ils partent à la guerre, pas seulement eux, mais toute la flotte. Je pense qu'il va y avoir un conflit, puis la guerre. Le USS Bataan quitte le port, il est censé revenir dans 6 mois, mais peut-être restera-t-il loin des côtes américaines beaucoup plus longtemps encore. Aucun marin ne vous dira ici officiellement que ces bateaux prennent la mer pour une mission de guerre. Mais ni eux ni leur famille ne sont dupes. En faisant lever l'ancre à sa flotte, l'US Navy dispose ses pièces comme sur un échiquier avant les représailles. Alors les navires de guerre, les avions aujourd'hui, c'est une opération de grande ampleur qui s'amorce. Le détail à Washington avec Étienne Lénart et Aaron Diamant. Les télévisions américaines ne montrent plus que cela, des soldats et encore des soldats. Ceux-ci sont des Marines. 2200 d'entre eux partaient ce matin de Caroline du Nord pour la région du Golfe Persique. Ces troupes-là sont entraînées pour des opérations spéciales, des évacuations d'ambassades, des missions d'infiltration ou de renseignement. L'ordre a été officiellement donné à certaines unités de l'armée américaine de se déployer. De grandes manœuvres, mais une relative discrétion des autorités. Certaines choses sont visibles, comme déplacer un bateau, un tank ou un avion. Et puis il y a ce que nous faisons plus discrètement. Ne parlons donc que de ce qui est visible. 14 navires transportant 15 000 hommes appareillent depuis hier les uns après les autres pour rejoindre la Méditerranée, voire le Golfe Persique. Une centaine d'avions doivent à partir d'aujourd'hui rejoindre la même région, des chasseurs F-15 mais aussi des chasseurs F-16. La panoplie étant complétée par des bombardiers B-1 capables de lancer des bombes téléguidées par satellite, ce qu'ils firent d'ailleurs sur la Serbie en 1999. Autre option, les monstrueux B-52 déjà stationnés sur la base américaine de l'île britannique de Diego Garcia dans l'océan Indien. N'est-ce qu'un début? Cela sera-t-il suffisant pour l'opération Justice sans limite? Dans l'entourage de George Bush, on prévient que la guerre sera longue et qu'il sera difficile de déloger Oussama Ben Laden. Personne n'en fait plus mystère, c'est bien lui, le présumé chef terroriste, ses bases, son entourage, ses protecteurs qui devraient être l'objectif de l'opération. Le détail donc des cibles possibles en Afghanistan et les limites aussi des bombardements aériens. Vincent Nguyen. Les magasins ont fermé leurs grilles et dans les jardins on creuse des abris. Assurément à Kaboul, on sent venir la guerre. Cet homme dit craindre les bombardements car il habite à côté de l'aéroport. Si les Américains préparent effectivement l'opération Justice sans limite, on ne sait pas encore quels objectifs ils vont viser. Peut-être Kandahar où demeure à la fois le chef des talibans et Oussama Ben Laden. Peut-être aussi des bases d'entraînement des combattants volontaires aux environs de Khost, Jalalabad, Rishkor ou encore Massari-Sharif dans le nord. Il y a 3 ans, les États-Unis avaient déjà bombardé une de ces bases, mais sans grand succès. Que faire contre une armée insaisissable cachée dans les montagnes dont elle connaît le moindre rocher? Après 10 ans de guerre contre les troupes du commandant Massoud, la puissante armée rouge avait dû capituler. Cette fois contre les talibans, si les Américains envoient des troupes au sol, ils pourraient bien s'embourber dans un nouveau Vietnam. En comparaison, le Vietnam aura l'air d'une partie de plaisir pour les Américains. Ils vont en prendre plein la figure. Et leurs missiles ne seront pas d'une grande aide. Il n'y a rien à viser. Mais les Américains pourront compter sur l'Alliance du Nord, le principal mouvement d'opposition aux talibans. Malgré l'assassinat de leur chef, le commandant Massoud, ils sont prêts à en découdre et réclament aujourd'hui l'aide des États-Unis.
L'Afghanistan où les oulémas, les dignitaires religieux, ont achevé leur réunion sur le cas Ben Laden. Après 2 jours de discussion, ils ont remis leurs conclusions au chef des talibans, le Mollah Omar, filmé ici par la BBC à Kaboul. Et surprise ou demi-surprise, la fatwa, c'est-à-dire le décret religieux, invite Oussama Ben Laden à quitter le pays, mais avec beaucoup de ménagement. Après avoir exprimé leur tristesse au sujet des morts en Amérique, les oulémas recommandent en effet au Mollah Omar de convaincre Oussama Ben Laden de se trouver une autre résidence. Bonsoir Olivier Roy, vous êtes chercheur au CNRS et l'un des meilleurs connaisseurs de l'Afghanistan et des talibans. Alors s'agit-il pour vous d'une inflexion ou plutôt d'une volonté de temporiser de la part des talibans ? Il s'agit plutôt d'une volonté de temporiser. Sur le fond, il n'y a pas grand-chose de différence. Les talibans refusent toujours de livrer Oussama Ben Laden et même de le juger. Ils veulent simplement qu'il s'en aille. Je crois qu'en fait, les talibans cherchent simplement à gagner du temps et surtout à faire croire que Oussama Ben Laden est parti de l'Afghanistan. C'est-à-dire en fait à priver les États-Unis d'une cible pour rendre finalement vain et inutile toute frappe aérienne ou terrestre. Et selon vous, est-ce qu'il est toujours en Afghanistan? Et si ce n'est pas le cas, où a-t-il pu aller? Il a peut-être quitté l'Afghanistan, mais alors, ça sera pour où? C'est le Pakistan, évidemment, la destination naturelle quand on sort de l'Afghanistan. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. Si on apprend un jour que Oussama Ben Laden est dans les banlieues de Karachi, pour les Américains, c'est un véritable dilemme. Parce que frapper en Afghanistan, où on a des déserts, des montagnes, etc., c'est pas trop difficile et ça ne coûte pas cher en vie humaine. Mais aller chercher Oussama Ben Laden dans un pays de 140 millions d'habitants chauffé à blanc contre les Américains, ça, c'est un autre problème. Alors, précisément, vous évoquez ces bombardements. Selon vous, on sera en cas de bombardement aérien sur l'Afghanistan dans le domaine du symbole ou est-ce que ces bombardements peuvent avoir une vraie efficacité? Je crois que ces bombardements n'auront aucune efficacité pour retrouver Oussama Ben Laden, mais ils serviront à déstabiliser le régime des talibans et à le renverser. Je crois que le seul but de guerre stratégique pensable en Afghanistan pour les Américains, c'est le renversement du régime taliban. Et là, ils ont un allié de poids dans la coalition du Nord. Elle peut bénéficier des bombardements américains sur les talibans pour attaquer les talibans en position de force. Merci Olivier Roy d'avoir répondu à nos questions. Réponse en tout cas de Washington tout à l'heure à cette fatwa donc en Afghanistan. Cela ne satisfait pas nos exigences. Oussama Ben Laden doit être livré sans délai. Fin de citation. Si l'Afghanistan est visé, ce qui semble donc probable à l'heure qu'il est, les États-Unis devront bien sûr tenir compte des voisins immédiats de Kaboul, les anciennes républiques soviétiques notamment. C'est une nouvelle donne qui pourrait se dessiner en Asie centrale. Explication Gilles Rabin. Ce fleuve, au cours d'apparence si paisible, marque l'une des frontières les plus dangereuses du monde. Malgré la surveillance des gardes-frontières russes, l'Amou Daria n'arrête ni les trafics d'armes, ni la contrebande de la drogue, ni le fondamentalisme islamiste venu d'Afghanistan. Entre Russie et Chine, 3 pays ex-soviétiques d'Asie centrale se retrouvent en première ligne. Le plus fragile, c'est le Tadjikistan. En guerre civile depuis 10 ans, submergé par le trafic de l'opium venu d'Afghanistan, au bord d'une famine généralisée. Le Tadjikistan est si faible qu'ici l'armée russe n'est jamais partie, même après l'indépendance en 91. C'est elle, la Russie, qui assure la garde de la frontière. Le pays le plus exposé, c'est l'Ouzbékistan. L'an dernier, à la même époque, 1 millier d'islamistes venus d'Afghanistan ont tenté de s'y infiltrer. Les combats avaient fait plusieurs dizaines de morts. Depuis, le président ouzbek Islam Karimov a fait tout bonnement fermer la frontière. Le pays le plus convoité, c'est le Turkménistan, riche en gaz et en pétrole, qui doit lui aussi faire face à une montée du fondamentalisme islamique. Si le président turkmène reçoit des émissaires talibans, il réprime férocement toute velléité d'opposition chez lui. Même les 2 pays qui n'ont pas de frontière commune avec l'Afghanistan, Kirghizie et Kazakhstan, sont déstabilisés par l'activisme régional des talibans. C'est ce qui a permis à la Russie de Poutine de reprendre pied dans les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, parce que la seule armée capable de les défendre, c'est l'armée russe. C'est pourquoi, même si en Asie centrale, on rêve de faire partie de la grande coalition antiterroriste que montent les Américains, rien ne se fera sans le feu vert de Moscou. Alors, gros plan maintenant sur le Tadjikistan, à Douchambé, donc tout près de la frontière afghane et de la zone contrôlée par les troupes du commandant Massoud, aujourd'hui décédé. On va retrouver Dominique Derda. Au sud, rien de nouveau, du moins pour l'instant. Les talibans de l'autre côté de la rivière tenteraient bien, paraît-il, de profiter de la mort du commandant Massoud pour forcer les lignes adverses. Mais le bruit des combats ne parvient pas jusqu'ici. Alors, parce qu'il convient de montrer à la presse étrangère qu'ils font bien leur travail, ces gardes-frontières russes ont reçu ordre de brûler quelques kilos d'héroïne, saisis tout récemment.
Le Tadjikistan est l'un des principaux points de passage de la drogue produite en Afghanistan, mais chacun sait qu'il en passe encore ailleurs, loin des caméras. Le régime de Kaboul n'est pas le seul à tirer profit de ce trafic. À Douchambé, le chef d'état-major de l'armée russe était hier en visite de courtoisie, histoire surtout de s'assurer, alors que les États-Unis se préparent à la riposte, qu'entre Moscou et la capitale tadjik, on était bien sur la même longueur d'onde. Nous n'avons pas l'intention, dit-il, de prendre part aux futures opérations militaires. Il va de soi que lorsqu'Anatoly Kvachin dit « nous », il parle au nom de la Russie, mais également au nom du Tadjikistan. Car ici, en matière de défense, rien ne se décide sans l'aval du grand frère russe, qui, en plus de ses 11 000 gardes-frontières, maintient sur le sol tadjik une division d'infanterie motorisée. Le Tadjikistan ne serait pas fâché de voir les talibans subir un jour prochain les foudres de l'Amérique, mais en aucun cas il ne veut accueillir sur son territoire de nouveaux réfugiés. Après 5 ans de guerre civile et une longue période de sécheresse, le pays se trouve dans une situation trop difficile, répétait aujourd'hui encore son président, pour envisager d'ouvrir ses frontières. Depuis plusieurs jours, on évoque souvent les ressources d'Oussama Ben Laden. Paradoxe, ce fondamentaliste n'hésite pas apparemment à tirer parti du trafic de la drogue, en l'occurrence l'opium, donc l'héroïne. L'enquête de Fanny Auvergne et Alexandre Delaval. Frontière nord de l'Afghanistan, l'une des plaques tournantes de la drogue dans le monde. Ces hommes sont des gardes frontières russes. Ce jour-là, ils montrent à la presse leur dernière saisie, des armes et surtout de la drogue, c'est quelques kilos d'héroïne. 999. De la drogue retrouvée sur ces 2 Afghans qui tentaient de passer la frontière. L'Afghanistan, pays des talibans, est depuis 15 ans le premier producteur au monde d'héroïne et d'opium. En l'an 2000, plus de 3000 tonnes d'opium ont ainsi traversé les frontières clandestinement. Mehraboudine Mastin était l'un des plus proches compagnons de route du commandant Massoud, le principal adversaire des talibans. Pour lui, la drogue, Oussama Ben Laden et les talibans, tout est lié. Nous, on a une conviction vraiment claire là-dessus, que la drogue apporte énormément de l'argent aux talibans et à Oussama Ben Laden. Il ne faut pas faire la distinction entre Oussama Ben Laden et les talibans. Ils sont totalement liés, ils sont imbriqués. En quelque sorte, aujourd'hui, c'est Oussama Ben Laden qui dirige le mouvement taliban. C'est une véritable force qui s'appuie sur l'argent de la drogue. Difficile aujourd'hui de connaître l'implication exacte d'Oussama Ben Laden dans le trafic de drogue mené par les talibans. Selon certains experts, il s'occuperait d'exporter la drogue clandestinement vers l'Asie et l'Europe. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les ministres européens de la Justice et de l'Intérieur réunis à Bruxelles ont approuvé, comme prévu, un ensemble de mesures, et notamment le principe du mandat d'arrêt européen dont nous vous parlions hier. En ce qui concerne maintenant les circuits financiers, les demandes de réforme des systèmes bancaires et des paradis fiscaux se multiplient. Fait exceptionnel, même les juges sortent de leurs réserves. Écoutez l'appel d'un magistrat qui traite les dossiers les plus sensibles, Renaud Van Runbeck, propos recueillis par Michel Fil. L'argent sale, il est lui-même le produit du capitalisme. On parle de Saoudiens, les grands trafiquants de drogue, les places financières de la planète, ce sont des places capitalistes, elles sont dans le capitalisme. Et toute la difficulté vient du fait qu'il va bien falloir que le capitalisme admette que le ver est dans le fruit. Et que tant qu'on ne va pas l'extirper, tant qu'on ne va pas changer la donne, c'est-à-dire transformer, édicter des règles de transparence qui soient applicables à tout le monde, eh bien, tant qu'on n'aura pas enlevé ce rideau de fumée, on ne pourra pas sérieusement lutter contre l'argent sale, dont le terrorisme n'est que l'une des composantes. Jacques Chirac, qui recevait aujourd'hui Tony Blair, a indiqué que la France, comme l'Angleterre, serait présente aux côtés des États-Unis si, je cite, la riposte est décidée après consultation et qu'elle est adaptée et efficace. Quant à Lionel Jospin, qui réunissait les préfets aujourd'hui aux côtés du ministre Daniel Vaillant, il a lancé un appel à la tolérance. Nous devons vivre ensemble dans l'harmonie, quelles que soient les origines, a-t-il déclaré. Dans le domaine de la sécurité, certaines compagnies aériennes envisagent maintenant de renforcer les portes des cockpits pour éviter les intrusions. C'est déjà le cas d'ailleurs de la compagnie israélienne El Al. Image impressionnante tournée à Minneapolis aux États-Unis. Donc maintenant, tous les objets coupants sont interdits à bord. Les ciseaux, canifs, couteaux suisses ou autres tournevis et même coupe-ongles s'entassent au sas de sécurité.
On évoquait hier la menace bactériologique. Eh bien, le gouvernement américain a officiellement demandé à une société spécialisée de lui fournir 40 millions de doses de vaccins anti-varioliques. C'est ce qu'on a appris tout à l'heure. À Bruxelles, ce sont des formules chimiques qui ont été découvertes lors de ces perquisitions chez les islamistes arrêtés la semaine dernière. Des formules, mais pas de matière chimique, insistent les enquêteurs. Autre question qui provoque l'inquiétude, et si les terroristes avaient visé une centrale nucléaire? On sait qu'il n'y a pas de protection efficace contre ce genre d'attaque. En Normandie, région nucléaire entre guillemets, les élus ont officiellement fait part de leur inquiétude. Sophie Mézel, Maxime Soulard. À l'entrée du centre de La Hague, les mesures n'ont pas traîné. Depuis le 11 septembre, le plan Vigipirate renforcé est en œuvre et les visites grand public suspendues. Une attaque terroriste serait-elle envisageable, comme par exemple la chute d'un avion? C'est en tout cas l'hypothèse que vient de soulever une étude du cabinet Wise. Les conséquences seraient d'après ses conclusions désastreuses, 67 fois la puissance de l'accident de Tchernobyl. Pour Wise, le danger viendrait essentiellement de là, ces piscines de refroidissement de combustible usé, installées en surface et protégées d'à peine 1 mètre de béton. Scénario catastrophe certes, mais que l'on ne peut plus aujourd'hui négliger. Même si le fait que ceci soit pour des tas de raisons, je dirais, techniques et des tas de raisons géographiques difficilement réalistes, je crois qu'il faut le regarder et que c'est un point que nous allons étudier. Cela ne suffit pas à rassurer la population alentour. Cette mère de famille, mobilisée en association, dit que ses enfants sont choqués depuis le drame, qu'elle-même est tendue et ne peut pas s'empêcher de scruter le ciel. Alors elle réclame des mesures concrètes et rapides. Il y a un aéroport qui est à 20 km de Cherbourg, qui est l'aéroport de Maupertuis, qui est une base de l'OTAN. On demande à ce qu'il y ait des avions de chasse qui soient prédisposés, de manière à ce qu'il y ait une intervention à faire, qu'ils soient là. D'autres, comme les Verts, demandent plus radicalement la sortie du nucléaire, la fermeture des centrales. On colmate une angoisse ici, on en crée une autre là. Quel risque aujourd'hui la société est-elle prête à assumer? C'est toute la question. À propos des attentats et des suites des attentats, enfin, la question que tous les New-Yorkais se posent et dont reparlera demain le conseil municipal. Faut-il reconstruire le World Trade Center? Oui, et encore plus haut, avait indiqué la mairie dans un premier temps, mais les avis sont partagés. Daniel Wolfram. L'Amérique est un pays où tout va si vite. Des milliers de corps sont encore sous les décombres et déjà la question de la reconstruction du World Trade Center se pose. Le seul monument possible à cet endroit, c'est un mémorial. J'aimerais revoir les Twin Towers à leur place, et même plus hautes qu'avant, histoire de leur montrer qu'on n'a pas peur et qu'ils ne nous auront pas. New York se sent forte et on va reconstruire encore mieux qu'avant. Je pense que ce serait bien de faire un immeuble pour recommencer les affaires et montrer les valeurs de l'Amérique. Faire un symbole du capitalisme et de la liberté. Mais on ne badine pas avec un lieu stratégique. Le cœur du quartier des affaires à New York, un ensemble immobilier qui représentait à lui seul un bureau sur 10 à Manhattan, la moitié de la défense à Paris. Pour le maire de New York, la question ne fait aucun doute. Et pour le gouverneur de l'État non plus, une semaine après les attentats, ils prennent déjà date pour l'avenir. Nous allons reconstruire tout ça, et pas seulement comme c'était avant, mais plus solide encore. L'écrivain Paul Auster, chantre d'un New York cosmopolite, fenêtre sur le monde, imagine à l'opposé un projet symbolique en souvenir de la tragédie. Je préférerais avoir une memorial là, et peut-être avec des tours minuscules et un terrain vide. Mais qui sait? Jean-Paul Viguier, lui, est spécialiste de la construction des tours. Il vient d'en livrer 2 pour le quartier de la Défense. Je crois que si on voulait vraiment prendre une décision qui montre le courage, qui montre que l'on a du courage, qui montre que l'on a encore confiance dans l'avenir, on construira à cet endroit-là des tours, mais pas les mêmes, des tours plus grandes, des tours plus modernes, des tours d'un autre type. Les fondations des tours sont sérieusement ébranlées comme par un petit tremblement de terre et le site n'est qu'à 1 mètre seulement au-dessus du niveau de la mer. Il faudra tout étayer et renforcer. En tout état de cause, la silhouette de New York ne sera plus jamais comme avant. Le reste de l'actualité, d'abord Israël et ses entorses au cessez-le-feu. Ce matin, un colon israélien a été abattu en Cisjordanie, action revendiquée par l'une des milices du Fatah. Un peu plus tard, c'est un Palestinien qui a été tué à un barrage routier dans la bande de Gaza.
En France, les chiffres de la sécurité sociale, elle sera finalement en déficit pour le régime général cette année, moins 7 milliards en raison d'un dérapage des dépenses de santé et du financement des 35 heures, ponction à hauteur de 13 milliards. L'an prochain, le gouvernement prévoit toutefois un excédent de 5 milliards 400 millions. Nouvelles ressources, entre autres, pour arriver à cet excédent, une augmentation des taxes sur le tabac. Le prix des cigarettes augmentera de 9% au 1er janvier. Reportage Laurence Decherf, André Germain. 50 francs. 2 francs de plus en moyenne par paquet de cigarettes pour que les Français travaillent moins. Les 9% de taxes supplémentaires sur le tabac n'ont qu'un seul but, financer les 35 heures. Ah bon? Pour financer 35 heures, il faut... C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qu'on paye. Je pense pas que ça arrêtera les consommateurs de fumer. Et je vois honnêtement pas vraiment le lien entre le paquet de cigarettes et les 35 heures. Pour les jeunes, le temps de travail n'est pas un argument. Ce qui compte pour eux, c'est le prix. La cigarette, c'est une bonne partie de leur argent de poche. Je vais sûrement fumer moins et m'acheter moins de paquets de cigarettes. Ça commence à faire cher. Je suis bien contente que ça augmente le prix. Comme ça, j'espère que ça va permettre à des personnes d'arrêter. Ou du moins de se calmer un petit peu. Depuis la loi E20, en 10 ans, le prix du tabac a plus que doublé. Cette fois-ci, 9% d'augmentation, c'est 2 fois plus que d'habitude. On aurait pu aller plus loin, mais c'est déjà une mesure qui aura une efficacité, je crois, qu'on peut prévoir avec une forte probabilité qu'enfin, en 2002, il y aura une reprise de la diminution de consommation de tabac en France, tout au moins nous l'espérons. Moins fumer ou financer les 35 heures, les fumeurs ont 3 mois pour choisir. L'augmentation est prévue pour janvier 2002. Journée nationale de manifestation des personnels hospitaliers aujourd'hui, un peu partout en France, à l'appel de 5 organisations syndicales, CGT, FO, Sud, CFTC, UNSA. Manifestation notamment à Paris, Rennes, Toulouse, Rouen, Marseille ou ici à Avignon. Les manifestants protestent contre un nombre insuffisant, selon eux, de création d'emplois liés aux 35 heures. Elisabeth Guigou a indiqué que 45 000 emplois seraient créés sur 3 ans, insuffisant donc pour les manifestants. Exemple d'un anesthésiste à l'hôpital d'Amiens, Nathalie Moisan, Patrick de Schemecker. La pendule, il y a longtemps que le docteur Nam ne la regarde plus. Les 35 heures, lui, c'est en 2 jours qu'il les fait. Du lundi 8h30 au mardi 18h, il ne quittera pas l'hôpital. Première anesthésie à 9h et il va les enchaîner toute la journée. Vous faites beaucoup d'interventions comme celle-ci par jour? Nous avons ici en ORL une quinzaine d'interventions quotidiennes. Le soir, Eric Nam enchaîne une garde à quelques kilomètres de là, aux urgences de la maternité. Dans sa chambre, impossible de dormir, 4 interventions vont l'occuper cette nuit. Faute de personnel, le docteur ne peut pas non plus prendre ses congés. Bien, on va y aller tout doucement. Dans les conditions actuelles de fonctionnement, vu les problèmes de démographie médicale, les jours de RTT seront perdus. Au petit matin, retour au bloc opératoire numéro 1. Notre anesthésiste est fatigué. Il aimerait bien pouvoir bénéficier d'un repos de sécurité. Nous avons un métier basé sur la vigilance et personne ne peut dire, même un docteur, on n'est pas protégé par la blouse blanche, qu'après 35 heures d'activité, on est encore en état de vigilance suffisant. Après 11 ans d'études, le docteur Nam gagne 30 000 francs net par mois. En 2003, il ne travaillera plus que 48 heures par semaine. C'est beaucoup et pourtant, selon lui, inapplicable. À Amiens, il manque déjà 11 anesthésistes. Et puis à propos de la sécurité sociale, cet autre chiffre donné par le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, les retraites, elles augmenteront de 2,2% au 1er janvier. Encore une affaire de pédophilie dans une école maternelle, cette fois en Charente. Une institutrice et son époux ont été mis en examen pour des attouchements sur des enfants âgés de 3 et 4 ans. En 1995, cette même institutrice avait déjà été mise en garde à vue pour des faits similaires avant d'être relâchée pour manque de preuves. Christophe de Valembras, Philippe Ritten. La sortie des classes ce midi à l'école maternelle de Ruffec et l'émotion des parents. Depuis mardi soir, une des institutrices et son compagnon sont en garde à vue, soupçonnés d'actes de pédophilie sur certains élèves. Nous, ça nous surprend, c'est tout. On est abasourdis, quoi. Vous êtes inquiète? Ah bah bien sûr, bien sûr. Hein. Bien sûr que ça puisse arriver, ça me met hors de moi. Mettez-vous à notre place, vous comprendrez. Allez. Et vous, madame? Dégoûtée. En fin d'après-midi, les 2 suspects sont déférés au parquet d'Angoulême et mis en examen quelques minutes plus tard.
Le parquet d'Angoulême a estimé qu'il existait à l'encontre des intéressés des charges suffisantes pour motiver l'ouverture d'une information judiciaire du chef de viol et agression sexuelle commis sur des mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et en réunion et complicité de ces infractions. Ces violences sexuelles auraient été perpétrées dans la maison de fonction de l'institutrice qui jouxte l'école. Il y a une semaine, 3 plaintes ont été déposées. Depuis, 43 enfants ont été entendus, plusieurs ont également été victimes du couple. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place à l'école. Il s'agit d'un gros traumatisme pour tout le monde, que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, les enfants. Donc il faut qu'ils se reconstruisent à partir de ça. En 1995, le couple avait déjà été mis en garde à vue pour des actes similaires, classés sans suite. L'instruction remontera dans le passé de l'institutrice, la plus ancienne dans l'école. Les applications de la jurisprudence Perruche. La Cour d'appel de Bordeaux a estimé qu'un enfant né handicapé alors que sa mère n'avait pu exercer son droit à l'avortement devait être indemnisé. Décision qui relance au passage le débat sur l'eugénisme. Pendant le procès, l'avocat de l'établissement hospitalier avait mis en garde contre le risque de distinction entre les vies qui mériteraient d'être vécues et les autres. David Bassier. Pour Alicia, 10 ans, chaque pas est un effort. Voilà. La fillette est handicapée de naissance à 90%. Elle est dans un centre spécialisé pour handicapés. Elle rencontre des problèmes orthopédiques. Elle a une infirmité de la motricité cérébrale. Durant sa grossesse, Madame Bénard n'avait pas été informée par le médecin du risque de handicap pourtant décelé dès les premières échographies. L'avocat de la famille a fait reconnaître la faute. La Cour d'appel de Bordeaux a accordé des indemnités directement à la fillette. C'est la première fois que la jurisprudence Perruche est appliquée. Car il s'agissait en l'espèce de pouvoir permettre que l'enfant subvienne à ses besoins, même si ses parents disparaissaient. Et l'indemnisation octroyée par la Cour d'appel de Bordeaux va permettre cette sécurité. À la maternité, aucun commentaire, mais pendant les débats, l'avocat de l'hôpital avait déclaré que l'indemnisation inciterait les médecins à faire des choix entre les vies qui méritaient d'être vécues et les autres. À l'échographie, il y avait plus de liquide amniotique. Moi, je ne voulais pas prendre aucun risque de garder un enfant handicapé. Et le docteur a refusé mon interruption de grossesse que j'avais demandée. Aujourd'hui, Madame Bénard explique à sa fille que la vie est un peu moins injuste. Sport, football avec la défaite de Sedan il y a quelques minutes. Sedan écrasé 4-0 par les Tchèques de Příbram en match aller du premier tour de la Coupe de l'UEFA. Cela se passait en République tchèque. But de Marek Kulic et de Rudolf Otepka. 4-0 donc. Match retour dans 15 jours. Et puis je vous rappelle qu'hier, Nantes a réédité son exploit contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions avec une victoire à l'extérieur contre la Lazio de Rome. 3-1. Nantes, dernier du championnat en ce moment en France et premier de son groupe en Ligue des Champions. C'est le paradoxe des Canaries. Voici le dernier but des Nantais. On revient pour terminer aux États-Unis avec cette conséquence des attentats sur les émissions musicales. C'est la variété qui est effectivement touchée après le cinéma. Selon le New York Times, une liste de 150 titres inaptes à la diffusion a été publiée par la compagnie Channel Communication, propriétaire de 1170 radios. Un choix discutable. La chanson Imagine de John Lennon, par exemple, est rayée des programmes. Olivier Lenuza, Gérard Dalmaz, Michel Levasseur. Il imaginait un monde utopique. Un monde sans frontières, sans guerre. Des paroles jugées subversives par les dirigeants d'une compagnie américaine propriétaire de 1170 stations de radio. Conséquence, la chanson est interdite d'antenne, et cela, John Lennon aurait eu du mal à l'imaginer. C'est toujours cette vieille idée, mais qui apparaît quand même extrêmement archaïque aujourd'hui, selon laquelle voilà, il ne faut pas démobiliser les troupes. John Lennon n'est pas la seule victime. Ses copains de Liverpool n'ont plus le droit d'entonner Ticket to Ride. Les Beatles mis au banc, mais également Elton John, Simon & Garfunkel. Déjà en 1991, la guerre du Golfe avait entraîné une forme d'autocensure de la part des programmateurs aux États-Unis, mais également en France. Nous, on est suffisamment adultes pour prendre nos responsabilités et de ne pas faire partie d'un courant qui censure des artistes. Autre époque, une base américaine, Louis Armstrong chante l'espérance. Aujourd'hui, certains médias américains ont décidé de ne plus diffuser cette chanson.
Ce rêve d'un monde merveilleux. Et oui, sans doute le monde n'est plus merveilleux. Fin de cette édition, je vous en rappelle les deux principaux titres. L'opération Justice sans limite après la marine, l'aviation. Ce sont une centaine d'avions qui sont attendus dans les heures qui viennent dans le Golfe, une centaine d'avions de l'armée américaine. Et puis en Afghanistan, les oulémas qui prennent en apparence en tout cas leur distance avec Ben Laden. Il doit quitter le pays, mais de son plein gré, disent-ils. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet. Point route, Valérie Maurice. L'info sur France 2, envoyé spécial dans un instant avec Guylaine Chenu et Françoise Joly à propos de l'Afghanistan. Campus ensuite en direct, la littérature peut-elle dire quelque chose sur le terrorisme avec Jean d'Ormesson, Michel Serres et Paul Auster à 0h50. Ce sera le dernier journal présenté par Laurence Piquet. Mais tout de suite, question ouverte. Hubert Védrine est l'invité d'Olivier Mazerolle et d'Alain Duhamel. À lundi.